Il existe des dates qui semblent, à première vue, n'être que des chiffres dans un calendrier. Et pourtant, certaines portent en elles un poids que l'histoire ne peut ignorer. Le 6 novembre 2025 est l'une de ces dates. Non pas en raison d'une croyance ésotérique ou d'une superstition populaire, mais parce qu'elle marque un point de convergence astronomique unique, jamais observé depuis plus de 2000 ans. Ce que nous allons aborder ici n'est pas le fruit de spéculations sans fondement. C'est le résultat de décennies d'observations, de calculs précis, de données collectées patiemment par des astronomes, des climatologues et des chercheurs indépendants. Pourquoi le 6 novembre? Ce jour précis n'a pas été choisi par hasard. Depuis les années 1990, certains scientifiques marginaux, souvent ridiculisés à l'époque, ont commencé à remarquer une anomalie cyclique dans les mouvements célestes, une tendance récurrente qui pointait toujours vers une même période, début novembre 2025. Au départ, ces calculs paraissaient trop incertains pour attirer l'attention, mais au fil des années, les données se sont alignées avec une précision inquiétante. L'orbite de certains corps célestes, la synchronisation de plusieurs cycles solaires et des anomalies magnétiques détectées dans la ceinture de Van Allen ont tous commencé à pointer dans une même direction temporelle, ce jour de novembre. Mais ce qui rend le 6 novembre 2025 si particulier, ce n'est pas un seul phénomène isolé. C'est le croisement de plusieurs événements majeurs, qui en eux-mêmes seraient déjà dignes d'attention, mais qui, réunis, forment une configuration inédite dans l'histoire récente de l'humanité. Un peu comme si les pièces d'un immense puzzle cosmique s'emboîtaient enfin, révélant une image qu'on ne pouvait pas voir jusque-là. On ne parle pas ici de prophéties abstraites ou d'hallucinations collectives, mais de faits observables, mesurables, confirmés par des instruments et des observatoires du monde entier. L'alerte n'a pas été donnée dans les médias traditionnels. Mais dans les coulisses, des rapports circulent, des analystes silencieux, souvent liés à des agences spatiales ou à des organisations militaires, confirment ce que certains appellent déjà la croisée des mondes. Et si ce que nous vivons aujourd'hui n'était que l'ombre de quelque chose de bien plus vaste? Et si l'histoire humaine s'apprêtait à franchir un seuil? Le 6 novembre, ce n'est pas une date figée dans une narration apocalyptique, c'est un miroir, un reflet de notre époque, de notre rapport au monde, à la nature, au cosmos. Ce jour agit comme un révélateur. Et dans cette lumière crue, beaucoup d'illusions tomberont. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas aborder cette date avec peur ou scepticisme vide, mais avec lucidité. Car ceux qui regardent au bon endroit, ceux qui écoutent vraiment, savent que quelque chose approche. Carl Jung disait que l'homme moderne ne fuit pas tant les ténèbres que la lumière de sa propre conscience. Peut-être que ce 6 novembre nous obligera justement à regarder cette lumière en face. Peut-être que cette date nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, ni dans notre propre psyché. Le temps des grands récits n'est pas terminé. Il change simplement de forme. Et ce que nous allons explorer dans les chapitres suivants dépasse de loin la simple observation d'un phénomène astronomique. C'est une invitation à traverser un seuil et à ne plus jamais revenir les yeux fermés. Le 6 novembre 2025 n'est pas simplement un point fixe dans le temps. Il représente l'intersection de trois forces cosmiques majeures qui, prises isolément, auraient déjà de quoi inquiéter. Mais c'est leur superposition, leur synchronisation presque chorégraphiée, qui donne à cette date son poids symbolique et existentiel. Cette convergence triple n'est pas une fiction. Elle a été observée, enregistrée, et maintenant elle commence à être ressentie. Le premier phénomène est un alignement planétaire rare, connu par certains sous le nom de croix du destin. Ce nom n'est pas scientifique, certes, mais il traduit la profondeur symbolique de ce qui se joue. À cette date, plusieurs planètes majeures de notre système solaire, notamment Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, forment un axe presque parfait, traçant une croix énergétique sur le plan de l'écliptique. Ce type d'alignement, bien qu'il ne provoque pas directement de catastrophe, modifie subtilement les champs gravitationnels, affecte les marées solaires, influence même, selon certains chercheurs, le comportement humain collectif. Carl Jung, lui-même, s'intéressait de près aux cycles planétaires et à leur lien avec les archétypes collectifs. Quand ces géants du ciel s'alignent, quelque chose se déplace aussi en nous. Le deuxième événement, plus récent et inattendu, est l'apparition d'un comète jusque-là non détecté, surgissant des confins de la ceinture de Kuiper.
Ce corps glacé, d'une taille significative, a été détecté par un télescope chilien en avril 2025. Ce qui intrigue les astronomes, ce n'est pas sa trajectoire, qui, pour l'instant, ne semble pas menacer directement la Terre, mais sa composition électromagnétique anormale. Certains instruments ont enregistré des variations de particules ionisées autour de son noyau, suggérant une interaction avec les champs magnétiques terrestres. Le comète semble agir comme un catalyseur invisible, influençant notre atmosphère d'une manière que la science peine encore à expliquer. Et enfin, le troisième phénomène, une tempête solaire de classe extrême, annoncée par plusieurs satellites d'observation solaire. Les éjections de masse coronale enregistrées en octobre se sont intensifiées, et le modèle prévisionnel indique qu'une vague majeure d'activité solaire devrait atteindre la Terre précisément autour du 6 novembre. Les conséquences peuvent aller de simples perturbations GPS à des coupures massives de communication, voire des dommages aux infrastructures électriques. Mais au-delà des effets technologiques, il y a un impact psychique peu évoqué. De nombreuses études ont montré que les tempêtes solaires influencent notre système nerveux, augmentent les états d'irritabilité, les insomnies, les crises d'angoisse. Autrement dit, le Soleil lui-même nous parle, mais peu savent l'écouter. Pris séparément, ces trois phénomènes, l'alignement, la comète, la tempête solaire, pourraient être traités comme de simples curiosités scientifiques. Mais leur conjonction dans une même fenêtre temporelle est statistiquement improbable. Il y a là une synchronicité si parfaite qu'elle défie le hasard. C'est comme si l'univers tout entier semblait nous dire « Regardez ». Mais que devons-nous voir? Est-ce un avertissement? Une opportunité? Une métamorphose en cours? Ce que nous savons, c'est que le monde intérieur et le monde extérieur ne sont pas séparés. Ce que le ciel dessine au-dessus de nos têtes s'imprime dans notre psyché. Jung appelait cela la réalité psychoïde. Cette zone où l'âme et la matière ne font qu'un, où l'événement objectif et le vécu subjectif se répondent. Le 6 novembre 2025 est ce miroir, ce jour où les trois grands souffles cosmiques se rencontrent, où les structures invisibles du réel se superposent, dans un moment de tension extrême. Ce n'est peut-être pas la fin du monde, mais c'est sans doute la fin d'une manière de percevoir le monde. L'année 2020 restera gravée dans la mémoire collective comme un point de rupture. Une fracture mondiale qui a exposé nos vulnérabilités les plus profondes. Pandémie, effondrement des repères, isolement massif, peur diffuse, ce fut une année qui a agi comme un miroir brutal de l'âme humaine. Mais pour certains, 2020 n'était pas une surprise. Elle avait été annoncée. Pas par des médias ni par des devins, mais par une prophétie enregistrée, signée, datée et déposée dans un registre officiel plusieurs années auparavant. Ce document, longtemps ignoré, décrit avec une précision troublante l'année 2020 comme le début d'une série de transformations globales. Il ne s'agissait pas seulement d'un texte métaphorique ou symbolique. Le langage utilisé pointait vers un dérèglement systémique, une crise sanitaire mondiale, une montée de la surveillance technologique et surtout une profonde déstabilisation psychologique. L'auteur, un chercheur indépendant, formé à la fois en astrophysique et en psychologie jungienne, affirmait que 2020 serait l'ouverture du seuil, une étape préparatoire avant une mutation collective plus vaste, prévue pour culminer autour du 6 novembre 2025. Ce qui rend ce document si dérangeant, ce n'est pas seulement la justesse des événements décrits, mais le fait qu'il ait été consigné devant témoins officiels, des années avant que la réalité ne vienne le confirmer. Des copies horodatées circulent aujourd'hui discrètement entre chercheurs, journalistes d'investigation et membres de cercles fermés. L'intuition du texte va plus loin. Elle évoque que l'humanité, après avoir touché les limites de son mode de vie, entrerait dans un tunnel existentiel. Non pour être détruite, mais pour être transformée. Jung l'aurait peut-être appelé le processus d'individuation planétaire. Selon cette prophétie, 2020 n'était qu'un prélude, une sorte de répétition générale. Le vrai seuil, le moment où le futur bascule, serait situé 5 ans plus tard, en 2025. Et plus précisément durant la semaine où les trois grands phénomènes cosmiques convergeraient. Le texte parlait d'une porte céleste qui ne s'ouvre qu'une fois tous les 2 millénaires, d'un moment où les lois invisibles qui régissent notre réalité deviennent brièvement accessibles à la conscience humaine. Cela peut paraître mystique,
Mais cette idée trouve des échos dans de nombreuses traditions spirituelles, des Upanishads hindous aux textes gnostiques, en passant par certaines intuitions contemporaines en physique quantique. Ce chapitre nous oblige à poser une question inconfortable. Et si rien de tout cela n'était le fruit du hasard? Et si certains savaient, mais gardèrent le silence, non par conspiration, mais par peur du chaos, par inertie, ou par simple incapacité à nommer ce qui dépasse la raison? Le texte de 2020 insiste sur un point. La conscience précède toujours la catastrophe. Autrement dit, avant que le monde extérieur ne s'effondre, c'est d'abord en nous que le tremblement a lieu. Ce que cette prophétie nous révèle n'est pas une prédiction figée, mais une invitation à regarder autrement, à comprendre que les crises ne sont pas des accidents, mais des accouchements, que le désordre visible est souvent le reflet d'un ordre plus profond qui tente d'émerger, et que parfois l'histoire laisse des traces, des messages codés, des avertissements, non pour nous effrayer, mais pour nous réveiller. 2020 fut le réveil brutal. 2025 pourrait être le choix. Celui entre la fuite dans l'oubli ou l'entrée dans une nouvelle conscience. Mais pour cela, encore faut-il entendre ce qui murmure derrière le vacarme et accepter que, peut-être, l'âme collective de l'humanité est en train de répondre à un appel venu de très loin, de l'invisible, ou peut-être des étoiles elles-mêmes. Il existe des vérités qu'on préfère ne pas regarder, non pas parce qu'elles sont inaccessibles, mais parce qu'elles dérangent l'illusion de contrôle à laquelle notre époque s'accroche désespérément. L'astéroïde 1999 ANZ, que certains appellent déjà GOG, appartient à cette catégorie. Découvert pour la première fois à la fin des années 90, il fut d'abord classé comme un objet potentiellement dangereux, mais peu menaçant à court terme. Pourtant, les trajectoires ont changé. Les calculs ont été révisés. Et dans le silence des laboratoires et des agences spatiales, une préoccupation grandissante a pris racine. Ce que peu savent, c'est que GOG n'a jamais quitté complètement les radars. Tous les 10 à 15 ans, une mise à jour de ses prévisions orbitales est publiée, souvent discrètement dans des bases de données techniques que peu de journalistes savent consulter. Et à chaque fois, la marge d'erreur augmente, comme si quelque chose, quelque part, perturbait la régularité de sa trajectoire. Des physiciens ont proposé l'hypothèse d'un effet Yarkovsky amplifié, une légère poussée due au réchauffement asymétrique de l'astéroïde par le Soleil. D'autres évoquent des influences gravitationnelles provenant de Jupiter ou de Saturne. Mais une autre voie, plus marginale, commence à émerger, celle qui suggère que l'interaction avec la tempête solaire prévue en novembre 2025 pourrait déclencher une modification brutale de sa course. Cette idée semble tirée d'un roman de science-fiction. Et pourtant, elle est prise au sérieux dans certains cercles. Car GOG passera à proximité critique de la Terre en 2027, précisément dans la fenêtre ouverte le 6 novembre 2025. 2 ans. 645 jours. C'est la période pendant laquelle les calculs deviendront imprévisibles. Et cette instabilité, couplée aux perturbations électromagnétiques provoquées par la tempête solaire, rendra toute simulation à long terme incertaine. Autrement dit, nous ne saurons plus avec certitude s'il va frapper ou frôler. Le nom GOG n'est pas officiel. Il provient de documents internes à un groupe de chercheurs alternatifs qui ont vu dans cet astéroïde le symbole d'un mythe ancien, Gog et Magog, figures apocalyptiques de la tradition biblique associées à des forces chaotiques surgissant à la fin d'un cycle. Ce lien n'a rien de scientifique, bien sûr, mais il dit quelque chose de notre inconscient collectif. Nous projetons nos peurs dans le ciel, comme des miroirs suspendus au-dessus de nos têtes. Et parfois, ces projections deviennent terriblement concrètes. L'humanité a déjà connu des approches d'astéroïdes, certaines très proches. Mais GOG est différent, non par sa taille, bien qu'il soit suffisamment grand pour provoquer une catastrophe régionale, mais par le silence qui l'entoure. Depuis 2021, plusieurs bases de données ont vu leurs entrées liées à 1999 ANZ mises en veille. Des versions publiques ont été remplacées par des rapports résumés, souvent vagues, sans les données orbitales complètes. Officiellement, il n'y a rien d'alarmant. Officieusement, tout indique une montée de tension en coulisses. Et si nous étions dans ce moment étrange où ceux qui savent hésitent entre parler ou protéger, entre prévenir ou éviter la panique, il est possible que, quelque part,
des protocoles soient déjà en cours, des missions d'observation avancées, des calculs en temps réel, des discussions au sein de commandements spatiaux. Mais aucune de ces démarches ne sera rendue publique avant le point de bascule, et celui-ci pourrait commencer dès le 6 novembre. La question n'est donc plus Gog va-t-il frapper, mais plutôt que révèle sa présence sur notre manière de vivre, d'ignorer, de croire, car cet astéroïde, bien plus qu'un danger physique, agit comme un symbole massif lancé dans l'espace pour réveiller en nous cette vérité simple. Nous sommes vulnérables et nous l'avons oublié. Au matin du 6 novembre 2025, tout semble normal. Le ciel peut être un peu plus pâle, les communications encore fonctionnelles. La routine s'installe comme tous les jours. Et pourtant, quelque chose a déjà commencé, silencieusement, invisiblement. Le basculement ne se manifeste pas d'abord par une explosion ou un bruit. Il commence par une rupture dans le tissu fragile qui relie les systèmes entre eux. À 03h12 UTC, les premières anomalies géomagnétiques sont enregistrées par un observatoire en Islande. Un pic soudain dans l'activité solaire frappe la magnétosphère terrestre. Quelques minutes plus tard, les satellites météo commencent à transmettre des images déformées. Les stations au sol perdent brièvement le signal. Puis, les réseaux GPS commencent à dériver de quelques mètres, désynchronisant les systèmes de navigation aérienne. À ce moment-là, seuls les techniciens et les spécialistes comprennent que quelque chose d'inhabituel est en cours. Mais il est déjà trop tard pour prévenir à grande échelle. Vers 04h, les aurores apparaissent. Pas seulement dans les régions polaires, comme d'habitude. Non, cette fois elles descendent jusqu'à l'équateur, embrasant le ciel d'une lumière irréelle, verte, rouge, violette. Les populations urbaines, non préparées, sortent dans les rues, filment, publient, s'interrogent. Certains parlent de miracles, d'autres d'alerte. Personne ne sait comment réagir à un ciel qui se comporte comme une énigme vivante. Mais ce n'est que la surface visible. En coulisses, les observatoires astronomiques, en particulier ceux situés en haute altitude, captent un changement plus grave. Les données en temps réel concernant la trajectoire de l'astéroïde Gog montrent un infime mais réel déplacement. Presque imperceptible, mais suffisamment significatif pour être qualifié de déviation orbitale anormale. Le lien avec la tempête solaire est évident. Les forces électromagnétiques extrêmes semblent avoir interagi avec certains corps célestes de manière imprévisible. Gog, jusqu'alors sur une trajectoire lointaine mais surveillée, devient un facteur instable. Vers 06h30, plusieurs stations de communication militaires perdent simultanément le contact avec des satellites clés. Les autorités, dans un premier temps, soupçonnent une cyberattaque. Mais très vite, la tempête solaire est identifiée comme cause principale. Le signal radio sur certaines bandes est saturé. Les avions doivent se poser en urgence, faute de repères fiables. Des centres hospitaliers passent temporairement en mode manuel. Le monde commence à se désynchroniser. Ce qui se produit ce jour-là n'est pas une catastrophe immédiate, mais une fracture lente, progressive, dans la perception du réel. La confiance dans les infrastructures vacille. Les experts contredisent les journalistes. Les gouvernements gardent le silence. Et pendant que le chaos technique s'installe, la peur psychologique s'infiltre. Une peur sourde qui ne sait pas encore nommer ce qu'elle ressent, mais qui comprend, intuitivement, que le sol vient de bouger, pas sous les pieds, mais sous la réalité elle-même. Le plus troublant, ce n'est pas ce que les gens voient, mais ce qu'ils ressentent, une altération subtile de l'espace-temps. Certains parlent d'une sensation de flottement, d'autres d'une lourdeur étrange. Il y a des témoignages d'hallucinations brèves, de visions, de rêves partagés. Les lignes entre le subjectif et l'objectif commencent à se brouiller. Comme si, à travers la brèche ouverte par les perturbations solaires, autre chose passait. Une conscience, une mémoire enfouie, une vérité refusée. Ce 6 novembre n'est pas un événement au sens traditionnel. C'est un seuil. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui s'est brisé, mais ce qui a commencé à naître. Car parfois, l'histoire ne fait pas de bruit. Elle s'infiltre lentement et s'écrit dans les regards perdus, les silences prolongés, les intuitions impossibles à expliquer. Le monde a changé. Peu de gens le comprennent encore. Mais pour ceux qui regardaient, le message est clair. La préparation commence maintenant. Le 6 novembre 2025 n'est pas une fin. C'est un début silencieux.
Beaucoup s'attendaient à un événement spectaculaire, à une chute de météores, à une explosion céleste. Mais ce qui s'est ouvert ce jour-là, c'est une fenêtre temporelle, un interstice dans la trame des jours, presque imperceptible à l'œil nu, mais lourd de conséquences. Une période d'exactement 645 jours vient de commencer, et elle pourrait décider du sort de notre civilisation. Ce nombre n'est pas arbitraire. Il provient de la différence entre le 6 novembre 2025 et le point de rapprochement critique de l'astéroïde Gog, prévu en août 2027. Pendant ce laps de temps, l'incertitude devient la règle. Les trajectoires ne sont plus fiables, les calculs perdent leur précision, les champs gravitationnels se comportent de manière erratique. Plus que jamais, l'humanité entre dans une zone de turbulence cosmique, mais aussi intérieure. Car ce n'est pas seulement le ciel qui devient instable, c'est la psyché collective. Dès les premières semaines après le 6 novembre, les signaux faibles se multiplient. Augmentation des troubles anxieux, des crises de panique, des pertes de repères. Les systèmes sociaux déjà fragilisés depuis 2020 montrent des signes de fissure. Certains gouvernements imposent un silence radio sur les nouvelles relatives à l'espace. D'autres, plus transparents, évoquent simplement un besoin d'observation accru. Mais nul ne parle de la vérité nue. Nous sommes entrés dans un compte à rebours. Cette période de 645 jours agit comme un catalyseur. Elle révèle, accélère, fracture. Dans les relations humaines, on observe une recrudescence de conflits, mais aussi un élan de solidarité inattendu. Des groupes autonomes commencent à se former. Des communautés locales s'organisent pour se préparer à une éventuelle perte d'infrastructures. Ce qui pouvait sembler marginal quelques mois auparavant devient soudain nécessaire, vital, évident. Mais au-delà des préparatifs matériels, c'est la dimension psychologique qui devient la plus critique. Carl Jung avait déjà pressenti que, sans travail sur l'inconscient collectif, l'humanité finirait par projeter ses ombres sur le monde, jusqu'à l'autodestruction. Et c'est précisément ce qui semble en jeu ici. Ce n'est pas seulement un astéroïde qui s'approche, c'est l'inévitable confrontation avec ce que nous avons refusé de voir en nous-mêmes. Durant cette période, les rêves deviennent plus intenses. Les symboles anciens refont surface. De nombreux témoignages font état de synchronicité troublante, comme si la réalité elle-même devenait plus poreuse, plus perméable à l'invisible. Certains parlent d'un réveil de l'âme. D'autres, plus rationnels, évoquent un stress collectif amplifié par les réseaux et la désinformation. Mais au fond, tous sentent que quelque chose d'essentiel est en train de se jouer. Ce qui rend ces 645 jours si particuliers, c'est qu'ils exigent une posture intérieure radicalement différente. Il ne s'agit plus de contrôler ou de prévoir, mais d'accueillir l'incertitude, de s'installer dans le non-savoir, de vivre avec le mystère. Cela demande du courage, et surtout, cela demande de la présence, car dans ce vide apparent, dans cette zone grise entre le connu et l'inconnu, c'est peut-être là que se trouve notre plus grand potentiel d'évolution. La question n'est plus « que va-t-il se passer ?» mais « qui devenons-nous face à l'incertitude ?» Que faisons-nous de ces jours suspendus, de cette conscience aiguisée par l'urgence invisible? Choisissons-nous la fuite, la distraction, le repli? Ou bien osons-nous entrer pleinement dans ce processus de métamorphose à la fois individuelle et collective? La période de 645 jours est un rite de passage. L'initiation ne se fait pas dans un temple ancien, mais au cœur même de notre quotidien désorienté. Chaque geste compte, chaque relation devient un miroir, chaque silence, une écoute possible du monde qui vient. Quand une menace cosmique devient plausible, les premières réactions ne sont pas toujours visibles. Les mécanismes de pouvoir, bien avant d'alerter la population, s'activent dans l'ombre. Dès les premiers signaux de déviation orbitale de l'astéroïde Gog, quelques semaines après le 6 novembre 2025, une réunion discrète est organisée entre représentants militaires et scientifiques de plusieurs nations. C'est là qu'un projet dormant depuis 2011 est réactivé, le projet Bouclier. Officiellement, il n'existe pas. Aucun communiqué de presse, aucun rapport public. Pourtant, plusieurs sources internes, anciennes du renseignement, techniciens en contrat avec des agences spatiales, confirment son existence. Le projet Bouclier est un programme multinational ultra secret, dont l'objectif est clair: concevoir une intervention physique capable de modifier la trajectoire d'un astéroïde menaçant.
Pas dans la théorie, pas dans 50 ans. Maintenant. Ce projet ne sort pas de nulle part. Depuis l'affaire Apophis au début des années 2000, la question de la défense planétaire a été abordée sérieusement dans certains milieux, mais jamais avec l'intensité actuelle. Le contexte de 2025 change tout. Convergence astronomique, instabilité sociale, défaillance des systèmes. Le sentiment d'urgence est palpable. Et pourtant, le silence est maintenu. Pourquoi ce secret? Pourquoi ne pas alerter la population mondiale, mobiliser les intelligences collectives, faire appel aux meilleurs cerveaux? La réponse est simple, brutale, dérangeante. La peur du chaos immédiat. Les scénarios de panique ont déjà été testés dans des simulations confidentielles. Les résultats sont clairs. Annoncer une menace d'extinction sans solution concrète entraîne un effondrement psychologique rapide, une explosion de violence, de dépression, de comportements irrationnels. Pour certains stratèges, il vaut mieux travailler dans l'ombre et ne révéler l'information que si l'intervention échoue. Mais à quel prix? Car ce choix soulève une question éthique cruciale. A-t-on le droit de décider à huis clos du sort de milliards d'êtres humains? A-t-on le droit de les maintenir dans l'ignorance pour préserver un semblant d'ordre? Ou bien la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est-elle un droit fondamental? À l'intérieur du projet Bouclier, les divisions sont vives. Certains ingénieurs plaident pour une divulgation progressive, pour inclure la société civile. D'autres, plus militaires, estiment que la survie de l'espèce prime sur la transparence. En coulisses, les technologies mobilisées sont impressionnantes. Satellites à propulsion nucléaire, sondes à impact cinétique, simulation d'interférences gravitationnelles. Mais rien n'est garanti. L'espace n'est pas un laboratoire. C'est un champ de force imprévisible. Les probabilités de succès sont évaluées à 64%. Celles de défaillance majeure, 21%. Il reste une marge d'inconnu. Et c'est cette marge qui effraie le plus, car elle contient l'imprévisible, le chaos, le mystère. Ce chapitre secret de notre histoire est en train de s'écrire en temps réel. Des fusées sont lancées sous prétexte de missions d'entretien de satellites. Des bases polaires sont réactivées. Des fonds considérables sont alloués sans justification officielle. Pendant ce temps, le monde continue de tourner, inconscient qu'au-dessus de lui se joue une des plus grandes batailles de l'histoire humaine. Mais ce n'est pas seulement une bataille technologique, c'est un test moral. Allons-nous choisir la vérité ou la sécurité? La lucidité ou la gestion? L'éveil ou la sédation collective? Dans les anciens récits, l'humanité était sauvée par des héros. Aujourd'hui, les héros sont anonymes, enfermés dans des salles sans fenêtres, devant des écrans saturés de données. Et pendant qu'ils décident, la grande majorité des habitants de cette planète ignore qu'un compte à rebours silencieux a commencé. Imaginer l'impact d'un astéroïde n'est pas un exercice de science-fiction. C'est une projection froide, une équation entre masse, vitesse, angle de pénétration et composition. Et lorsque ces variables convergent dans un scénario comme celui que propose GOG, les chiffres deviennent effrayants. Selon les modélisations les plus récentes, tenues secrètes mais divulguées par des fuites internes, si l'astéroïde venait à frapper la Terre, la zone d'impact probable se situerait dans le bassin caribéen, au large de l'Amérique centrale. Ce choix n'est pas arbitraire. Il correspond à une trajectoire corrigée après la déviation constatée en novembre 2025. Ce que cela signifie concrètement, c'est un impact dans l'océan, à une vitesse d'environ 40 000 km/h, provoquant une libération d'énergie équivalente à des milliers de bombes nucléaires. Le premier effet serait un tsunami transocéanique. Des vagues de 100 à 150 mètres de haut s'abattraient sur les côtes du Venezuela, de la Colombie, de la Floride, du Mexique et des Caraïbes en moins de 2 heures. L'onde se propagerait ensuite vers l'Europe de l'Ouest et l'Afrique du Nord, affaiblie mais encore destructrice. Mais le plus dévastateur ne viendrait pas de l'eau, ce serait le ciel. L'impact soulèverait des milliards de tonnes de particules, de soufre, de poussière fine dans l'atmosphère, créant un hiver d'impact. La lumière solaire serait réduite jusqu'à 60%, entraînant une baisse rapide des températures globales, un effondrement des récoltes et une crise alimentaire planétaire dans les mois suivants. Les systèmes interconnectés, transport, énergie, médecine, agriculture, seraient rapidement débordés. Dans les grandes métropoles, la panique prendrait le dessus.
La chaîne d'approvisionnement se briserait en moins de 2 semaines et dans les zones les plus affectées, le tissu social s'effondrerait. Ce n'est pas seulement une crise écologique ou économique, c'est une transformation brutale de notre manière d'habiter le monde. Psychologiquement, l'effet serait tout aussi profond, car l'impact viendrait balayer le cœur de nos certitudes modernes, la maîtrise de la nature, la stabilité du progrès, l'illusion de permanence. L'humanité serait forcée de regarder en face ce qu'elle avait projeté dans les récits anciens, la fin d'un monde. Mais il ne s'agirait pas d'extinction, du moins pas immédiate. Il s'agirait plutôt de mutation rapide, d'une sélection non pas génétique, mais culturelle, psychique, spirituelle. Certaines régions, plus préparées, pourraient créer des poches de résilience, des réseaux communautaires autosuffisants, des structures solidaires. Mais cela demanderait une coordination, une lucidité et une force intérieure que peu de sociétés modernes ont cultivées. Car l'enjeu ici dépasse la survie physique. Il s'agit de résister à l'effondrement du sens, de garder une flamme allumée dans la nuit. Et s'il n'y avait pas d'impact, et si le projet bouclier réussissait, cela ne changerait rien à ce que cette période nous aura révélé. Car la menace, qu'elle se concrétise ou non, agit comme un révélateur. Elle nous force à regarder nos fragilités, nos dépendances, nos fuites. Elle réveille en nous des mémoires archaïques, des peurs que la technologie avait anesthésiées. Et elle pose au fond la question la plus ancienne. Que sommes-nous venus faire ici? Dans tous les cas, le monde ne sera plus jamais le même. Non pas parce qu'un rocher venu du ciel aura frappé la terre, mais parce qu'en l'attendant, nous aurons dû changer notre regard sur nous-mêmes, sur l'autre, sur le vivant, sur ce que signifie véritablement être humain à l'aube d'un grand basculement. Depuis des décennies, les observations s'accumulent. Des objets lumineux dans le ciel, des mouvements impossibles à expliquer avec nos lois physiques, des silences militaires, des témoins crédibles discrédités. Ce qui fut longtemps relégué aux marges du discours scientifique revient aujourd'hui au centre de la scène, non pas comme une distraction, mais comme une pièce manquante du puzzle. Et si l'événement du 6 novembre 2025 et tout ce qu'il a déclenché n'était pas uniquement cosmique ou géologique, et s'il s'agissait aussi d'une réponse? Dès les premières heures de la tempête solaire, plusieurs installations de surveillance, civiles et militaires, rapportent des anomalies dans la stratosphère. Des objets stationnaires, brillants, insensibles au vent, apparaissent brièvement sur les radars avant de disparaître. Certains sont filmés par des astronomes amateurs, d'autres par des pilotes de ligne. Officiellement, rien n'est confirmé. Mais dans les cercles informels, le silence commence à se fissurer. Une rumeur grandit. Ils sont là. Le lien entre activité solaire intense et apparition non identifiée n'est pas nouveau. Il existe des archives déclassifiées montrant que, lors des grandes crises nucléaires du XXe siècle, des phénomènes aérospatiaux inconnus ont été observés précisément aux moments les plus critiques. En 1962, durant les essais de bombes H dans le Pacifique, un objet inconnu aurait désactivé à distance plusieurs ogives. En 1983, lors de l'alerte nucléaire soviétique déclenchée par erreur, une lumière silencieuse aurait été vue planant au-dessus de la base concernée. Coïncidence? Peut-être. Mais à la lumière des événements récents, ces coïncidences prennent une autre couleur. Ce que certaines figures du renseignement osent dire aujourd'hui, c'est que l'humanité n'est pas seule depuis très longtemps, et que certaines formes d'intelligence, non humaines, non visibles selon nos standards, interviennent discrètement lorsque la stabilité planétaire est menacée, non pour nous dominer, non pour se révéler, mais peut-être pour préserver un équilibre plus vaste que nous ne comprenons pas encore. Carl Jung, déjà dans les années 50, avait pressenti quelque chose de profond. Il voyait dans les soucoupes volantes non pas des engins au sens strict, mais des symboles archétypiques, des projections de l'inconscient collectif confronté à sa propre finitude. Pour lui, ces phénomènes étaient réels, mais dans un sens plus large que la simple mécanique. Ils étaient des messagers du psychique, des signaux d'alarme dans une civilisation coupée de son âme. Aujourd'hui, cette hypothèse semble revenir avec force. Ce que nous appelons « eux » n'est peut-être pas une civilisation étrangère voyageant dans l'espace, mais une forme d'intelligence coprésente, liée à l'évolution de notre conscience. Et dans les moments de bascule, comme celui que nous vivons, cette intelligence se manifeste.
pas pour répondre à nos questions, mais pour nous poser les bonnes. Ce que cela change, c'est tout, car si nous ne sommes pas seuls, alors notre récit humain devient plus vaste. Il ne s'agit plus simplement de survivre à une catastrophe, il s'agit de réintégrer l'humain dans un tissu cosmique plus grand, de comprendre que nous ne sommes pas le sommet de l'évolution, mais une branche fragile dans un arbre que nous découvrons à peine. Les signes sont là, les interférences, les silences brisés, les regards levés vers le ciel, mêlés d'effroi et de reconnaissance. Quelque chose ou quelqu'un nous regarde depuis longtemps. Et peut-être attendait-il ce moment précis, non pour entrer en contact au sens hollywoodien, mais pour nous éveiller à une autre dimension de notre propre être. La plus grande révélation ne sera pas que les extraterrestres existent, mais que la réalité est bien plus vaste, vivante et mystérieuse que tout ce que nous avons jamais cru. Face à l'incertitude, la tentation est grande de fuir, d'attendre que tout passe, de remettre à demain ce que l'intuition hurle aujourd'hui. Mais ceux qui ont vécu des effondrements personnels, des pertes brutales, des bouleversements profonds, savent que l'on ne se prépare jamais vraiment aux grandes traversées. On apprend en marchant. Et pourtant, il existe des gestes, des choix, des structures de pensée qui peuvent tout changer. La préparation n'est pas une obsession survivaliste, c'est une forme d'amour lucide, pour soi, pour les siens, pour le vivant. La première chose à comprendre, c'est que la menace n'est pas seulement physique. Ce n'est pas seulement une question de météorites, de climat ou de panne d'électricité. C'est aussi, et peut-être surtout, une épreuve psychologique, émotionnelle, existentielle. Se préparer, c'est donc renforcer à la fois l'abri extérieur et l'abri intérieur. Commençons par le concret. Chaque foyer devrait disposer d'un stock de base pour survivre de manière autonome pendant au moins 30 jours. Eau potable, aliments non périssables, sources alternatives d'énergie, piles, panneaux solaires, réchauds manuels, trousses de premiers secours, lampes, radios autonomes, couvertures thermiques. Ce n'est pas du catastrophisme, c'est du bon sens. Les chaînes d'approvisionnement peuvent se briser en quelques jours et les infrastructures les plus solides vaciller sous l'effet d'un chaos soudain. Ensuite, il faut penser en termes de réseau. Créer des liens avec ses voisins, identifier des relais de confiance, construire des communautés de résilience locale. L'individualisme ne tiendra pas. Seuls ceux qui sauront coopérer, mutualiser, partager, matériellement et émotionnellement, auront une chance de traverser cette période sans se désintégrer intérieurement. Il ne s'agit pas de recréer un modèle utopique. Il s'agit de réapprendre à vivre ensemble dans l'imprévisible. Mais plus encore que la logistique, c'est l'équilibre psychique qui sera mis à l'épreuve. L'inconnu est un poison pour l'esprit mal préparé. Il génère de la panique, de la paranoïa, des replis dangereux. Il faut donc préparer l'esprit comme on prépare le corps. Apprendre à méditer, à ralentir, à respirer, à observer sans réagir, lire des textes qui élèvent, écouter les anciens, redécouvrir le sacré. Ce sont ces pratiques, simples mais profondes, qui créeront un socle intérieur stable quand tout semblera vaciller. Il ne s'agit pas ici de tout prévoir. Personne ne le peut. Il s'agit de cultiver une posture intérieure qui permet d'accueillir ce qui vient avec courage, humilité et discernement. Car même si l'impact n'a pas lieu, même si le projet bouclier réussit, même si tout revient à la normale, ceux qui auront vécu cette période auront été marqués à jamais. Ce n'est pas la fin du monde que nous préparons. C'est la fin de notre inconscience. Et cela demande une forme particulière de préparation. La vigilance lucide mêlée à la tendresse. Il faudra apprendre à soutenir ceux qui sombrent, à consoler sans fuir, à garder un feu allumé dans la nuit pour ceux qui n'ont plus de repères. Cette lumière ne viendra pas des institutions ni des technologies. Elle viendra des cœurs éveillés, de ceux qui, malgré la peur, auront choisi de rester présents. Alors, comment se préparer? En installant un filtre à eau, en stockant du riz et des lentilles, mais surtout en ouvrant les yeux, en regardant ceux qu'on aime, en disant ce qu'on n'a jamais osé dire, en pardonnant, en réparant, en plantant, en écoutant le silence. Parce que dans ce silence, quelque chose de plus grand que nous nous appelle. Ce que nous traversons n'est pas une fin, c'est une initiation, une mise à l'épreuve à l'échelle planétaire qui nous oblige à regarder en face ce que nous sommes devenus et ce que nous pourrions devenir.
Le 6 novembre 2025 n'aura peut-être pas été le jour du choc, mais il restera le jour du seuil. Ce moment charnière où le monde sans bruit a changé de fréquence, où la réalité telle que nous la connaissions a commencé à se fissurer, pas pour s'effondrer, mais pour se transformer. Depuis ce jour, quelque chose s'est ouvert dans notre conscience collective. Une faille, ou peut-être une fenêtre, une lucidité nouvelle, encore fragile, encore douloureuse, mais inévitable. Nous ne pouvons plus vivre comme avant. Nous ne pouvons plus prétendre que tout est sous contrôle. Car ce que nous avons perçu durant ces mois, à travers les anomalies cosmiques, les silences officiels, les visions, les peurs, les élans de solidarité, nous a montré que le réel est plus vaste que nos certitudes. Et c'est là, précisément, que se trouve le véritable test. Pas dans la chute des satellites, pas dans les tsunamis possibles, pas même dans la menace d'un hiver global, mais dans notre capacité à répondre à ce basculement avec conscience. Allons-nous nous replier, nous diviser, céder à la panique, à la haine, à la désinformation? Ou bien saurons-nous faire de cette période une naissance collective, une sortie lente et douloureuse de l'adolescence technologique pour entrer dans une maturité spirituelle, éthique, humaine? L'histoire nous a montré que les grandes civilisations chutent moins par des catastrophes extérieures que par l'érosion intérieure du sens. La vraie extinction, c'est celle du cœur, celle de l'empathie, de la mémoire, de la parole vivante. Et pourtant, au milieu du chaos, des signes apparaissent. Des groupes se lèvent. Des femmes, des hommes, dans l'anonymat du quotidien, réapprennent à écouter, à nourrir, à protéger. Il ne s'agit pas de héros spectaculaires, il s'agit de présences lucides, enracinées, capables de traverser l'incertitude avec calme et clarté. Car au fond, l'épreuve de l'humanité est simple. Allons-nous coopérer ou nous effondrer? Allons-nous choisir le lien ou le chacun pour soi, le sacrifice partagé ou la survie égoïste? Et cette décision ne sera pas prise par des gouvernements ou des comités d'experts. Elle sera prise dans chaque foyer, chaque jour, chaque geste. Elle se jouera dans la manière dont nous nous parlons, dont nous nous écoutons, dont nous prenons soin les uns des autres. Alors oui, il y aura encore des secousses, des épreuves, des deuils. Mais il y aura aussi des révélations, des instants de grâce, des éveils soudains. Car dans les moments les plus sombres, la lumière ne vient pas de l'extérieur. Elle jaillit du centre, de ce feu ancien que chaque être humain porte en lui, parfois étouffé mais jamais éteint. Nous ne sommes pas ici pour fuir la peur. Nous sommes ici pour la traverser, pour apprendre à rester debout quand tout chancelle, pour regarder l'effondrement possible et choisir la création, pour faire de ce chaos non pas un tombeau mais un terreau. La dernière prophétie n'est pas écrite dans le ciel, elle est en nous, et chaque acte de lucidité, de solidarité, de beauté, est une réponse à la question ultime. Serons-nous dignes du monde qui vient? Prépare-toi, sois lucide, reste humain.